Depuis un siècle, Dassault a fait voler des dizaines de prototypes, construit des milliers d'avions, partagé l'histoire de la France. Dassault, c'est l'héritage d'une personnalité hors du commun. Comment cet homme discret, presque timide, est-il devenu meneur d'hommes, ingénieur visionnaire, géant de l'aviation? Depuis 100 ans, Dassault lance des défis au ciel et aux nuages. C'est la dernière grande entreprise aéronautique au monde dont la famille du créateur contrôle la destinée. Louis Blériot, Gaston Caudron, Louis Breguet, Gabriel Voisin, tous ces noms de constructeurs et pionniers ont aujourd'hui disparu. Dassault est toujours là. De nos jours, la société a un trèfle à 4 feuilles comme symbole de chance et de réussite. Un souvenir de Marcel Dassault. Il raconte: au cours des vacances 1939, juste avant la guerre, en me promenant, j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles. Je l'ai placé dans mon portefeuille qui m'a été confisqué en arrivant au camp de concentration de Buchenwald. Quand il est sauvé en 1945, ce portefeuille lui est rendu par miracle, avec le porte-bonheur. Je pense que bien que j'ai été séparé de mon trèfle à 4 feuilles, pendant tout mon séjour là-bas, il a dû quand même un peu me protéger. C'est quand même un titre à une manifestation assez claire de la Providence. La Providence deviendra son ange gardien, le trèfle à 4 feuilles, son talisman. Le talisman, c'est précisément le titre du livre qu'il écrit, récit de son extraordinaire destin. Je suis né en 1892 à Paris dans le 9e arrondissement, d'un père alsacien et d'une mère marseillaise. Ce petit garçon s'appelait à l'époque Marcel Bloch. Son père, médecin, avait choisi la France après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne en 1871. À Paris, dans cet hôtel particulier d'un beau quartier, vivent les Camondo, sa famille côté maternelle. Marcel y retrouve ses cousins. L'un d'eux deviendra un compositeur universellement acclamé, Darius Milhaud. Marcel grandit à Paris, derrière l'église de la Trinité, ici, au 24 rue d'Aumale. Sa distraction préférée, une boîte d'expériences électriques. Mes parents étaient heureux de me voir m'intéresser à cette science nouvelle. Ils découvrent que l'électricité est capable de mettre en mouvement ce trottoir roulant. Marcel en reste étourdi. En ce début de siècle, l'électricité révolutionne tout. L'éclairage, les transports, le téléphone. À 15 ans, Marcel en vient à imaginer un moyen d'enregistrer la voix à partir de champs magnétiques. Principe visionnaire qui préfigure de 30 ans le magnétophone. Mais c'est le survol de Paris par un aéroplane, à l'heure où s'ouvre la première exposition de locomotion aérienne, qui suscite sa vocation. J'ai compris que l'aviation était entrée dans mon cœur. Marcel ne manque pas une occasion d'aller au terrain d'Issy-les-Moulineaux. Il se passionne pour les pionniers de l'aviation, les Farman, Santos Dumont. Il suit la compétition qui oppose Latam et Blériot. Qui traversera le premier la Manche? C'est Blériot qui revient triomphalement à la gare du Nord. Il est entré dans l'histoire comme Pégou et ses acrobaties.
Cette conquête du ciel fascine Marcel. Après son diplôme d'ingénieur en électricité, il s'inscrit en 1912 à la Nouvelle École supérieure d'aéronautique, d'où il sort diplômé. Les militaires commencent eux aussi à s'intéresser à l'aviation. Ils cherchent des spécialistes. Marcel est appelé à Reims pour son service militaire dans un régiment du génie en 1913. Lorsqu'éclate la guerre, Marcel est affecté au laboratoire aéronautique de Chalais-Meudon. En 1915, il y rencontre un certain Henri Potez, dont il devient l'ami. Leur mission, normaliser la construction des caudrons G3. Marcel réceptionne aussi les avions pour évaluer les performances des appareils livrés à l'armée. Il constate que l'hélice des caudrons G3 manque d'efficacité. Il tente d'en corriger les défauts. Il calcule, dessine et fait construire une hélice qu'il baptise Éclair.